Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point hebdomadaire du groupe parlementaire de la France Insoumise. Je vais évidemment commencer par la situation à Gaza et la situation de la flottille qui dans quelques heures arrivera dans les eaux palestiniennes avec des risques qui sont avérés sur les militants qui se trouvent sur cette flottille, puisque je rappelle d'ores et déjà que des ministres de Netanyahou avaient menacé de détenir les militants dans des conditions, je cite, dignes de prisonniers terroristes, dans des établissements pénitentiaires qui sont décrits comme des enfers carcéraux par les anciens prisonniers palestiniens, que l'ambassadeur d'Israël en France avait été dans un média français expliquer qu'il souhaitait bonne chance à ces mêmes militants pour épargner leur vie, sans aucune réaction évidemment de la France et du gouvernement français, et que aujourd'hui, hier, c'est l'ancien commandant de la marine israélienne qui était aux responsabilités au moment où il y avait eu 9 morts sur la flottille Navi Marmara qui avait fait 9 morts en 2010, qui a déclaré que l'arrivée de la flottille pour Gaza pourrait se solder là aussi, je cite, par des pertes humaines. Et je dois dire que nous avons particulièrement honte la semaine où Emmanuel Macron a reconnu aux côtés d'autres pays l'État de Palestine de voir le silence complet de la France qui explique qu'il est dangereux de se rendre à Gaza, qui parle d'un voyage, tandis que l'Italie, l'Espagne et la Turquie ont eux envoyé des navires pour protéger la flottille dans les eaux internationales. Je rappelle qu'il y a 55 ressortissants français dans cette flottille, dont 6 parlementaires insoumis, et que 140 personnalités viennent de publier une tribune demandant la protection de la flottille avec des artistes, des humanitaires et qui appellent là aussi à protéger cette flottille. Et donc je dois dire que nous avons honte de voir que la France reste à la fois silencieuse et passive face au génocide en cours. Je laisserai Gabriel Catala tout à l'heure présenter une résolution que nous venons de déposer, et ce d'autant plus au moment où l'offensive terrestre a commencé à Gazaville et au moment où Trump est en train de présenter son plan, qui est celui aussi de M. Netanyahou, qui est une négation du droit international, du droit des Palestiniens à s'autodéterminer, et de rappeler que l'avenir des Palestiniens n'appartient qu'aux Palestiniens et à eux seuls. Et donc nous serons présents pour une grande mobilisation qui aura lieu ce samedi 4 octobre aux côtés des collectifs et des associations qui depuis quasiment 2 ans manifestent contre ce génocide. Je continue avec la situation française, puisque vous avez remarqué que le Premier ministre Lecornu vient de battre un record, celui du plus long délai dans la nomination d'un gouvernement, avec 20 jours et d'ores et déjà toujours pas de gouvernement et de ministres donc, qui ont été nommés. Nous lui proposons donc de battre un nouveau record, celui du Premier ministre le plus éphémère de toute l'histoire de la Ve République. Et je dois dire que notre volonté de censure est d'autant plus forte après avoir vu l'interview qu'a donnée le Premier ministre, dans lequel, si certains avaient cru à la rupture qu'il voulait faire après le macronisme, pour le seul homme qui, je le rappelle, a été membre de tous les gouvernements macronistes depuis 8 ans, eh bien, la rupture est très claire, puisque la taxe Zuckman, c'est non, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est non, l'abrogation de la retraite à 64 ans, évidemment, c'est non, mais même la suspension de la retraite, ce qui porterait la retraite à 63 ans, là aussi, c'est non. Par contre, les signaux vers l'extrême droite sont assez clairs, puisque évidemment sur l'aide médicale d'État qui est une vieille revendication de l'extrême droite qui mènerait à un fiasco sanitaire total et qui a mené notamment l'Espagne à revenir sur de telles mesures qui avaient été prises sur un dispositif similaire à l'aide médicale d'État. Là, le Premier ministre dit oui, et de même qu'une énième réforme de l'assurance chômage, là aussi le Premier ministre dit oui sur cette raison, et donc nous avons toutes les raisons de vouloir censurer au plus vite ce gouvernement. Avec le 2 octobre, une nouvelle journée de mobilisation, la 3e depuis la nomination de M. Lecornu, à l'appel de l'intersyndical, auquel évidemment nous participerons. Et nous le redisons, nous exigeons de M. Lecornu, qui ne cesse de dire que nous sommes dans le moment le plus parlementaire de la Ve République, qu'il se soumette au vote de confiance, sinon nous le soumettrons à la censure. Ensuite, évidemment, cette semaine, nous serons sur les questions autour du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale,
avec une volonté très claire des macronistes de donner une place au Rassemblement national et de continuer les magouilles qui sont faites ici dans cette Assemblée avec le Rassemblement national. Je rappelle que, par exemple, au Parlement européen, il est fait un cordon républicain pour empêcher l'extrême droite d'arriver à des postes de responsabilité, donc de gagner de l'expérience dans ces postes à responsabilité. Ici, tout au contraire, eh bien, ils font tout pour pouvoir mettre le RN dans des postes à responsabilité, quitte à faire disparaître la gauche ou la France insoumise du bureau. Nous en reparlerons notamment avec nos présidents de commission. Enfin, dernière chose, le groupe parlementaire est au travail pour sa niche parlementaire qui aura lieu le 27 novembre. Je rappelle les dates et je vous annonce d'ores et déjà que parmi les textes que nous avons choisis et que nous sommes en train de déterminer, nous aurons une proposition de loi sur la gratuité des parkings d'hôpitaux qui a d'ores et déjà été déposée par 3 auteurs insoumis, 3 députés, Pierre-Yves Cadalin, Sandrine Nosbet et Raphaël Arnaud, et qui, je crois, est une inquiétude qui est très largement partagée dans le pays et dont j'espère que nous pourrons gagner cette proposition de loi. Je vais laisser tout de suite la parole d'abord à Gabrielle Catala et puis ensuite au président de commission. Bonjour à toutes et tous. Le 16 septembre dernier, le comité d'experts de l'Organisation des droits de l'homme des Nations Unies a rendu un rapport très important sur le génocide à Gaza, disant que 4 actes sur 5 du crime de génocide étaient commis, à savoir le meurtre de membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique et mentale de membres du groupe, le groupe national palestinien, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence entraînant une destruction physique totale ou partielle, et les mesures conduisant à entraver les naissances au sein du groupe. Ce rapport, qui a été largement ignoré par la France, nous implique d'agir. C'est pour ça que nous avons déposé une résolution pour que la France reconnaisse le crime de génocide, conformément à sa définition des conventions de Genève de 1948, qu'elle en tire toutes les conséquences, c'est-à-dire qu'elle respecte les obligations qui lui incombent en vertu de cette convention et qu'elle prenne un certain nombre de mesures d'urgence. Parmi ces mesures, on a évidemment les sanctions que nous réclamons depuis 2 ans, à savoir la suspension de l'accord commercial entre UE et Israël, la mise en place d'un embargo sur les armes, mais aussi l'interdiction de tout transfert d'armes via le territoire français, donc via ses aéroports ou ses ports, la mise en place de sanctions à l'égard des colons de Cisjordanie, puisque à l'instant où nous parlons, la France n'a en vigueur que des sanctions contre 18 colons dits violents. Or, la colonisation en tant que telle est un crime contre l'humanité, c'est donc tous les colons qui doivent être sanctionnés. Nous demandons aussi la suspension de tous les accords de coopération avec Israël, les accords universitaires, scientifiques, environnementaux, éducatifs, également la coopération culturelle. Et pour que ce génocide prenne fin, nous demandons la mise en place d'un pont aérien humanitaire et pas de largage humiliant, insuffisant et dangereux pour les Palestiniens, comme l'ont orchestré le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Armées cet été, ainsi que une initiative qui devrait être portée par la France au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire demander le lancement d'une opération de maintien de la paix, une opération d'interposition. C'est totalement possible. C'est arrivé plusieurs fois depuis 1950. Il est possible de passer outre le veto américain en demandant à l'Assemblée générale de se prononcer. La France peut demander qu'un tel vote ait lieu pour qu'une opération de la paix soit lancée à la fois à Gaza et en Cisjordanie. Je rappelle qu'en 1950, c'était pour passer outre le veto soviétique que c'était l'Assemblée générale qui s'était prononcée sur l'envoi de troupes pendant la guerre de Corée. Nous demandons que cette résolution soit mise à l'ordre du jour, qu'elle soit votée le plus rapidement possible et qu'ensuite le gouvernement respecte ses obligations en vertu du droit international. Merci. Éric Coquerel. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, une première annonce, je parlerai après du bureau de la Commission des finances. Il ne nous a pas échappé, j'ai cru hier comprendre que certains estimaient qu'ils étaient les seuls à présenter des documents budgétaires dits des contre-budgets à l'Assemblée nationale. Pour notre part, du côté du groupe Insoumis, depuis 2017, nous présentons des contre-budgets. Et évidemment, nous allons présenter cette année un document plus ambitieux, économique et budgétaire à la fois, qui, j'allais dire, s'étalera sur un mandat, puisque vous le savez,
nous n'avons pas désarmé sur le fait que des élections présidentielles anticipées aient lieu, et il nous semble que c'est le type de document que nous devons présenter. Bon, nous le présentons maintenant parce que l'an dernier, nous avons présenté un document nouveau populaire qui reprenait quand même en grande partie le programme en réalité insoumis. Et donc, il nous semblait cette année qu'il n'était pas la peine de se dépêcher de faire un document servant à négocier avec le gouvernement, j'allais dire, un aménagement du budget d'austérité, d'offres et de compétitivité qui est proposé par M. Lecornu, raison pour lesquelles nous avons pris notre temps afin de faire un document sérieux qui sera donc présenté la semaine prochaine à l'Assemblée nationale et que je pilote avec Aurélie Trouvé et Clémence Guettet qui sont à côté de moi et qui évidemment mobilisent tous nos commissaires aux finances et toutes les personnalités spécialisées sur ces questions. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous annoncer. La deuxième chose, c'est effectivement le 2 aura lieu l'élection du bureau de la Commission des finances. Je rappelle quand même que la tradition en général, c'est qu'il n'y ait pas de réélection. C'est-à-dire que très souvent, ça se passe avec le fait de demander si quelqu'un se présente et au cours de mandat, on considère quelque part que le vote au début de mandat a fait office de vote pour le mandat. Bon, on sait qu'on n'est plus tout à fait dans ces situations-là, donc on verra bien le 2 s'il y aura un candidat, notamment face à moi pour la présidence de la Commission des finances. Peut-être que ça ne sera pas le cas. Après tout, les gens peuvent revenir à des sentiments meilleurs pour que ça continue à fonctionner. Mais en tout état de cause, nous, ce que nous demandons, je le dis très clairement, c'est que non seulement on respecte la loi, bon, la loi de toute façon elle est constitutionnelle, donc le président de la Commission des finances est forcément membre de l'opposition, mais qu'on revienne aussi à l'esprit et à l'usage. L'usage depuis 2008, c'est que le socle, les groupes gouvernementaux ne participent pas à l'élection du président de la Commission des finances parce que ce n'est pas à eux de choisir qui, parmi l'opposition, préside la commission. Vous le savez, l'année dernière, on a dérogé à ce principe parce que il a été envisagé de faire élire une candidate qui était Véronique Louwagie, dont je précise que 2 semaines après, elle était au gouvernement, ce qui aurait été quand même un peu problématique, puisqu'il aurait fallu refaire des élections, et que de ce fait, il y a eu effectivement quelque chose qui a permis de contrer cette mauvaise manière de faire. J'espère, c'est un peu le seul message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, qu'on va revenir demain à cet usage normal qui veut que c'est l'opposition qui décide qui préside la Commission des finances. Voilà, donc c'est en tout cas ce que j'attends de ce 2 octobre. Merci. Merci Aurélie Trouvé. Bien, merci. Quelques mots aussi, puisque là aussi ça se joue jeudi sur le bureau et la présidence de la Commission des affaires économiques, n'est-ce pas ? Il y a en fait une question qui se pose. Pourquoi le bloc présidentiel souhaite à ce point-là récupérer, entre guillemets, c'est ce qu'ils disent, un certain nombre de postes ? D'abord, je rappelle que le bloc présidentiel est très minoritaire dans l'Assemblée nationale et qu'il serait absolument anormal qu'ils fassent comme s'ils avaient la majorité absolue. D'accord ? Et donc, il est tout à fait normal aussi que les postes soient notamment occupés par l'opposition. Et ensuite, je voudrais répondre à cette question. Pourquoi le souhaite-t-il absolument ? Et je vais prendre le cas de la présidence de la Commission des affaires économiques. Eh bien, ce qu'il souhaite, c'est aussi, autant que possible, une courroie de transmission à l'intérieur et à la tête de la Commission des affaires économiques. Et je vais juste vous énumérer des faits. En ce qui me concerne, depuis 1 an, j'ai en fait utilisé des pouvoirs de présidente de commission qui n'ont jamais été utilisés auparavant. Parce qu'il y avait des présidents issus du bloc présidentiel. Par exemple, la saisie de documents à Bercy avec le rapporteur général du budget dès lors que la souveraineté économique de la nation est en jeu. Nous l'avons fait sur des documents d'EDF, nous l'avons fait sur des documents concernant ArcelorMittal. On y est d'ailleurs allé également avec Éric Coquerel, le président de la Commission des finances. J'ai saisi l'autorité de la concurrence, qui n'avait jamais été fait, d'ailleurs sur proposition d'une députée de la Commission. J'ai pu aussi, avec évidemment le bureau de la Commission qui le souhaitait, auditionner des grands patrons, par exemple, une dizaine de grands patrons, alors que ça avait été fait 1 fois en 2 ans auparavant. Notamment des grandes entreprises qui touchent beaucoup d'aides publiques et dont un certain nombre font des plans de licenciement. Et pour finir, l'audition de représentants syndicaux, mais aussi de représentants patronaux qui peuvent être critiques de l'action présidentielle et gouvernementale. Mais c'est justement
le pouvoir de contrôle de l'Assemblée nationale qui est en jeu. Et pour ma part, j'estime qu'aujourd'hui, et notamment sachant la configuration de l'Assemblée nationale, il est important, notamment sur une commission qui concerne les entreprises, le logement, l'agriculture, l'industrie, etc., que puisse s'exercer très pleinement ce travail de contrôle et une capacité d'interpellation et parfois aussi de remise en cause de l'action présidentielle et gouvernementale. Voilà, de mon point de vue, ce qui se jouera jeudi. Merci. Et je vous donne juste 2 informations qui viennent de la conférence des présidents. La première, qui est une bonne nouvelle, c'est que le groupe UDR, qui avait exercé son droit de tirage sur l'obsession de l'extrême droite, c'est-à-dire un droit de tirage sur une commission d'enquête sur l'immigration, a abandonné cette commission d'enquête, mais reprend ses vieilles marottes contre le service public de l'audiovisuel, puisqu'ils viennent d'annoncer qu'ils exerceront pour cette année le droit de tirage sur le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous venons d'apprendre, alors que la commission d'enquête, cette fois-ci issue du droit de tirage des Républicains sur les liens des organisations politiques avec l'islamisme, vient d'être une nouvelle fois reportée. Je rappelle qu'elle avait déjà été reportée en juillet, après avoir été jugée irrecevable une première fois, qu'elle devait avoir lieu pour le vote de la présidence cet après-midi à 14h, et que sans raison apparente et sans donner aucune raison, ils décident de nouveau de la reporter. Peut-être ont-ils peur que nous prenions la présidence, puisque c'est ce qui allait se passer, que nous prenions la présidence de cette commission d'enquête et que nous allions chercher, nous aussi, les liens avec le terrorisme, notamment de l'extrême droite, de ce qui se passe du côté de la droite. Et donc, je trouve que c'est un fonctionnement qui est un peu bizarre de la part de la droite républicaine. Je rappelle juste qu'au vu de la date où ils ont exercé leur droit de tirage, que le rapport doit être rendu entre le 3 et le 4 décembre. Autant vous dire que il n'y a quasiment plus de commission d'enquête d'ores et déjà maintenant, et que cela apparaît comme cela a été au départ, c'est-à-dire une instrumentalisation politique absolument grossière. Et je vous laisse la parole pour les questions. N'oubliez pas de vous présenter et d'annoncer votre média quand vous posez des questions. Stanislas Noyer de l'Expansion. Du coup, vous êtes candidat à la reconduction de toutes les personnes qui étaient pour vous ou au bureau de l'Assemblée ou aux présidences de commission. Et par ailleurs, est-ce que, pour ce qui concerne la commission des finances, est-ce que vous soutenez la reconduction du rapporteur Courson? Oui, bonjour, Robin Richardot pour Le Monde. Même question, parce que le socle commun veut répartir le rôle des vice-présidents et que chacun ait 2 vice-présidents. Le NFP en a 3. Donc, est-ce que vous allez reconduire les 3? Et s'il y a un choix à faire, est-ce qu'il devra être tranché entre Insoumis et Écolo au 3e tour, par exemple? Merci. Oui, bonjour, Victorien Viaume, RFI. Juste pour connaître votre opinion sur le plan pour Gaza qui vient d'être validé par Netanyahou sous condition. C'est bon? Alors, je commence sur les questions sur le bureau et les postes de commission qui étaient posés. Alors, nous serons évidemment en soutien de l'ensemble des reconductions dans les commissions, notamment des présidences qui étaient faites. Sur la question du bureau, nous sommes en discussion avec les écologistes, dont j'ose espérer qu'on arrive à un accord sur la question des vice-présidentes, puisque je rappelle que la 3e vice-présidence, celle de M. Yordanov, avait été arrachée au moment où une vice-présidence LR était tombée, et que je rappelle quand même l'enjeu. L'enjeu, c'est notamment de pouvoir garder 2 vice-présidences NFP au moins, 2 vice-présidences qui
dont nous voulons qu'elle soit insoumise, notamment parce que sinon cela reviendrait à laisser à la Macronie et à l'extrême droite le choix de pouvoir faire partir une voire deux, puisque nous ne savons pas combien de candidats vont présenter les autres, une voire deux des vice-présidences femmes, dont je rappelle Nadège Abomangoli, qui est la première femme noire à présider cette assemblée depuis 231 ans. Donc évidemment qu'il y a un enjeu et que j'espère que nous arriverons à trouver un accord sur cette question. Sur la commission des finances, je laisserai Éric Coquerel répondre. Enfin, sur le plan à Gaza, je l'ai dit rapidement au début, mais ça ne vous a pas échappé qu'il est soutenu par Netanyahou, que c'est le plan qui est le plan de Netanyahou-Trump, que c'est un non-respect du droit international, puisque je rappelle que les Palestiniens ont le droit à l'autodétermination et que leur avenir leur appartient à eux et à eux seuls, et que nous sommes inquiets de voir que Trump a indiqué à Netanyahou qu'en cas de non-accord sur l'accord qu'il mettait sur la table, eh bien, il laissait libre champ à Netanyahou pour pouvoir continuer les atrocités que nous voyons toutes et tous défiler chaque jour face au premier génocide filmé en direct de toute l'histoire de l'humanité. Donc nous appelons à un cessez-le-feu le plus rapidement possible, et pour cela il faut faire respecter le droit international et non passer outre le droit international, ce qui est en train de proposer Donald Trump. Je te laisse répondre sur la commission des finances. Et tout à l'heure, j'ai dit quelle serait ma préférence, mais pour une raison de fonctionnement de la commission, tout simplement, c'est que moi j'estime qu'à partir du moment où vous avez une commission qui est élue pour 5 ans, elle pourrait continuer à faire son travail. J'observe d'ailleurs que si vous regardez bien les débats l'an dernier, en réalité, sur le budget, vous apercevrez que du côté du rapporteur, ça n'a pas toujours été défavorable au gouvernement. Je dis ça comme ça, vous regardez, observez bien les débats. Bon, au-delà de ça, une fois dit ça, j'ai bien vu qu'il y avait une volonté de la part du socle gouvernemental de récupérer le poste de RG. Moi, la seule chose sur laquelle je me prononce, en tout cas à ce stade, c'est de demander publiquement que du côté du socle gouvernemental, on annonce qu'on ne prendra pas part au vote sur la présidence de la commission des finances. Voilà, je pense que c'est un préalable à ce que les choses se passent, j'allais dire, de manière la plus transparente, correcte possible, et avec les candidatures qu'ils souhaitent. Juste vous faire remarquer une petite chose, mais c'est que contrairement à la présidence de la commission des finances, puisque c'est obligatoire par la loi, donc il n'y a que des membres de l'opposition qui peuvent se présenter, sauf le cas l'année dernière, je vous ai dit, qui sentait un peu la manipulation. Par contre, pour le poste de RG, j'ai observé en réalité, y compris jusqu'à maintenant, les oppositions présentent un candidat. Il y a toujours eu ça. Ce qui se passait jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y avait pas de question parce que, comme l'a dit Aurélie Trouvé tout à l'heure, la majorité était majoritaire. Donc à la fin, ça se terminait forcément par un rapporteur général qui était du côté du socle gouvernemental. Ce qui est compliqué désormais, c'est que, ce qui est compliqué, c'est l'état de la situation, mais comme c'est plus le cas, on se retrouve évidemment dans une situation beaucoup plus ouverte. Voilà. Donc, on va voir comment les choses se gèrent. Mais enfin, en tout cas, nous, de notre côté, pour l'instant, à ce stade, je vous le dis, notre demande, c'est que publiquement, le socle gouvernemental annonce qu'il ne participera pas au vote. On verra bien la suite. Merci beaucoup.